Malgré tous mes efforts pour acheter cette BMW M5, démonter les moteurs, réparer les dégâts structurels, puis remonter le moteur, je n'arrive toujours pas à la faire bouger de la rampe. Et ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de roue. Lorsque nous avons remis le moteur en place, il a démarré. Le problème, c'est qu'il ne voulait pas passer de vitesse, ni au point mort, ni en marche arrière, ni en marche avant. Ce qui était assez déroutant, car je suis sûr d'avoir tout branché. La seule chose que je n'avais pas, c'était les freins. Ah, j'ai pas de frein. Je n'ai pas de frein du tout. Lorsque j'ai démonté le moteur, je l'ai sorti avec le châssis et les freins complets. Après l'avoir remonté, mon père et moi avons purgé les freins à l'ancienne. Mais cela ne semblait toujours pas fonctionner. Et nous avons découvert que BMW utilise une procédure spéciale pour purger les freins à l'aide d'un outil de diagnostic. Nous avons suivi cette procédure exacte, mais toujours pas de frein. Ni de vitesse. Nous reprenons donc là où nous nous étions arrêtés. Cette fois-ci, nous avons un dispositif à vide. Et ce que ça va faire, c'est pomper la pression dans le mètre-cylindre juste ici, donnant à l'ensemble du système une certaine pression, ce qui est, je pense, ce dont nous avions besoin la dernière fois. Puis, nous allons faire la même procédure avec l'hôtel, et le faire coin par coin, et espérons-le, après cela, nous pourrons avoir une pédale de frein qui fonctionne. Je suis sceptique quant à savoir si ça va fonctionner ou non, mais nous verrons bien. Nous commençons par l'étrier arrière gauche, comme l'indique l'outil de diagnostic. Et le purgeur de pression prend la pression d'air du pneu avant dans la bouteille, puis dans le mètre-cylindre, ce qui va fournir un flux constant de liquide de frein. Et en arrivant à l'étrier, nous avons remarqué que de l'air s'échappait. Nous étions presque sûrs qu'il y avait de l'air piégé dans ces énormes tuyaux, qui vont jusqu'au modèle ABS. Il reste à savoir si ce purgeur à pression réussit à le libérer. Si ça marche, la première fois, les gens vont penser qu'on a fait n'importe quoi la première fois. Et c'est juste à cause de ce truc. Easy Bleed. Essayez-le. Ça fonctionnera jamais. C'est impossible. Ça fonctionnera pas. C'est parti. Voyons voir si on a une pédale. J'étais très sceptique. Mais lorsque j'ai mis le pied sur le frein, c'était solide. Oh, c'est pas vrai. J'ai vraiment une pédale de frein. C'est pas croyable. C'est pas possible. Après tout cela, je n'arrive pas à croire que cela fonctionne. Mais va-t-il s'enclencher maintenant? Si la vitesse est enclenchée parce que la pédale de frein est solide, alors c'est un miracle. Ok, allumage. D'accord. Nous avons une pédale de frein. Ouais. Ouais. Il passe en vitesse. Regardez. Allez. Comment ça se fait? Ça fonctionne. Ça s'enclenche. Il doit y avoir un switch de pression dessus. Ouais. J'ai donc maintenant une pédale de frein et la voiture passe enfin à la vitesse supérieure après avoir installé le moteur. Tout cela signifie que je peux continuer la reconstruction. Et nous avons effectivement beaucoup de pièces pour continuer cette construction. Mais nous devons encore retirer certaines pièces endommagées. Les bras avant inférieurs doivent être démontés et de nombreux tuyaux de refroidissement sont endommagés et fissurés. Il y a presque 2 systèmes de refroidissement sur ce moteur. Un système de refroidissement refroidit le moteur et l'autre refroidit l'air qui entre dans le moteur pour lui donner plus de puissance. Et vous pouvez remarquer que j'ai encore les refroidisseurs de charge d'origine sur le dessus, qui sont endommagés. Parce que les nouveaux ne sont pas encore arrivés. Je vais donc devoir assembler ce truc avec les anciens refroidisseurs de charge et les échanger une fois que j'aurai construit l'avant. Ce qui sera un peu plus difficile que de le faire maintenant. Mais je suis impatient et je veux vraiment monter cet avant. Ce radiateur dont je déconnecte les tuyaux est le refroidisseur de la transmission. Et quand je déconnecte les tuyaux, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'huile. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est remplir la boîte de vitesse d'huile avant de prendre la route. Ensuite, il y a ce tout nouveau radiateur d'occasion que j'ai acheté sur eBay et qui n'était pas cher. Il ne me reste qu'à connecter toutes les durites, les clips et à monter le tout en place. Ok, nous arrivons à quelque chose maintenant. Maintenant que j'ai le radiateur à l'avant et aussi dans chaque coin, je peux commencer à comprendre où va ce câble. Il y a quelques bouchons qui manquent à l'extrémité. Mais je commence à comprendre.
Donc, celui-ci irait directement ici. C'est un interrupteur pour l'air conditionné, donc je peux commander cette prise maintenant. Et puis celle-là en bas, je n'ai toujours aucune idée de ce que c'est. Mais je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec le capteur de parking. Je ne suis pas sûr de ce que c'est. Et j'ai aussi cet énorme câble ici dont je n'ai aucune idée de l'endroit où il va. Je n'ai vraiment aucune idée. Mais la prochaine chose à monter est le crash bar avant, ainsi que le refroidisseur d'huile inférieur. Je vais donc utiliser la barre de collision dans les pattes du châssis, puis boulonner les barres de support sur le dessus. Ensuite, nous devons passer sous la voiture, car si vous vous souvenez de la première vidéo, pour faire démarrer cette voiture, nous avons contourné le refroidisseur d'huile avec cet énorme tuyau en silicone. Il me suffit donc d'enlever le tuyau en silicone et de placer la ligne d'alimentation et de retour dans le refroidisseur d'huile qui se trouve sous la voiture. Je vais m'arrêter ici pour l'instant car je viens de remarquer quelque chose qui va augmenter considérablement le coût de la production. Considérablement. Et pour l'instant, on s'en sort plutôt pas mal. Venez par ici. La BMW M5 m'a coûté 32 500 livres sterling. Et la M5 la moins chère, avec les mêmes spécifications et le même kilométrage, coûte 52 999 livres sterling. Alors, il est évident que la mienne a eu un accident. Et lorsque je vérifie à l'aide de carte verticale, vous pouvez toujours le voir. Vous pouvez voir ici, en haut du rapport, qu'il y a un triangle orange pour l'accident. Lorsque je fais défiler le rapport, tout semble en ordre et en ligne. Sauf ici, où je peux voir qu'il s'agit d'une radiation de catégorie S et que l'accident s'est produit en février 2021. Maintenant, si je vais sur AutoTrader, je peux voir la M5 la moins chère, catégorisée à 49 900 livres, qui a le double du kilométrage de la mienne. Je me suis donc dit que si nous pouvions la reconstruire en dessous de 10 000 livres, on s'en sortirait bien. Et c'est bien le cas, à l'heure actuelle. Mais c'était jusqu'à ce que j'en arrive à ce point, qui pourrait coûter un peu cher. Mais si vous ne voulez pas avoir de surprises inattendues et coûteuses lors de l'achat de votre prochaine voiture, vérifiez-la à l'aide de l'application Car Vertical. Par exemple, voici une autre BMW série 5 que j'ai vérifiée et qui présente un écart de kilométrage que Car Vertical a relevé et qui a été impliqué dans un accident. Mieux encore, sur certains contrôles, vous pouvez même voir les photos de la vente aux enchères de la voiture sur le site de vente aux enchères de voitures à accidenté, ce qui vous permet de voir exactement où se situent les dommages sur la voiture. Alors assurez-vous de vérifier votre voiture, la voiture de votre ami ou une voiture que vous êtes potentiellement sur le point d'acheter en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Et lorsque vous vérifiez votre voiture, utilisez le code MAT pour une belle réduction également. Alors je reviendrai sur cette question dans une minute, mais pour l'instant, nous avons des roues à poser. Et quelque chose de vraiment spécial sous la voiture. Ceci... Oh mon Dieu, ça a failli tomber. Oh waouh. D'accord. Ceci était le système d'échappement complet qui a été démonté. À partir des tuyaux de descente, et je crois que beaucoup d'entre vous ont dit qu'il s'agissait des OPF, et non pas ceux que j'avais enlevés sur la voiture, ça nous l'avons déjà fait. On l'a déjà fait. Nous avons ensuite installé un silencieux pour atténuer le bruit. Puis une boîte arrière ou un muffler, si vous êtes américain. Mais évidemment, étant donné que je suis moi, eh bien sur les voitures que nous construisons, on ne remet pas en place l'échappement standard. Nous allons donc maintenant installer ce système d'échappement Remus complet. Ceci est le nouveau système d'échappement, et j'ai l'impression que j'aurais pu faire une erreur. Parfois, le plus fort n'est pas toujours le meilleur. Et cet échappement a l'air d'être incroyablement bruyant. D'autant plus que cette voiture est un V8 biturbo de 4,4 litres. La première chose à faire est d'installer ces tuyaux qui remplacent les filtres PF, puis de les relier à ces tuyaux qui éliminent le silencieux du capteur. Ensuite, je dois retirer le système de valves de l'ancien échappement qui permet d'ouvrir et de fermer les valves pour les rendre plus silencieuses ou plus bruyantes et les monter sur le nouvel échappement. Vous remarquerez que la nouvelle boîte d'échappement, ou muffler, est considérablement plus petite que l'ancienne. Il ne me reste plus qu'à fixer les supports et à aligner les embouts d'échappement à l'arrière du diffuseur. Il fallait que je m'assure que tout soit bien en place. Et je commençais vraiment à avoir hâte d'entendre le son de ce système d'échappement. Nous y voilà, l'échappement est en place et il a l'air
d'enfer. Il s'agit d'un Remus flambant neuf, avec des tuyaux d'évacuation Evolve qui s'adaptent parfaitement au nouvel échappement que nous avons mis en place. Je suis content. Alors, bien qu'il y ait encore un tas d'appareils et plein d'autres petites choses à installer, je meurs d'envie de l'entendre. Alors, c'est Liam qui va me faire l'honneur de le faire. Ça va être bruyant. Ce sera ridicule. Ouais, ça va être bruyant. Ouais, ce sera comme un concurrent de la C63. Je pense que ce sera le cas. Il nous manque toujours les refroidisseurs de charge. Nous n'avons pas de liquide de refroidissement, donc je vais en verser un peu pour qu'il y en ait juste un petit peu. Vous êtes censé le remplir à vide, mais nous y reviendrons. On en met juste pour voir l'allumer. C'est parti. J'en mets un petit peu. Échappement Remus, tuyau Evolve, on va le faire. Prêt? Ouais. Oh! C'est super bruyant! Coupe les valves! Coupe les valves! Coupe les valves! Et j'ai tellement ouvert le bas des soupapes. Va voir. Ok? Ouais, c'est ça. Oh! T'es en mode quoi? Confort ou Sport Plus? Sport Plus. Oh! Et maintenant, ferme les vannes. Je pense pas que ça a fait grand-chose. Ça a pas fait grand-chose. D'accord, c'est fort. Ouais. C'est incroyablement fort. C'est ridiculement fort. Pas de fuite? On a l'air d'aller bien? On l'a démarré? Allez, on a les freins, on a le pot d'échappement. On est vraiment en train de faire du progrès maintenant. Il ne reste plus qu'à poser tous les supports de jambes de force et les garnitures le long du bas de la voiture et le travail est fait en dessous. Mais il y a une chose que nous avons oubliée depuis que nous avons remis le moteur en place. Lorsque j'ai démonté le moteur, nous avons remplacé la suspension avant par des ressorts réglables KW. Mais nous avons laissé l'arrière, alors il faut s'en occuper. Je pensais que la suspension arrière serait une chose facile à faire, mais ce n'est pas le cas. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'enlever l'amortisseur, qui est maintenu par un boulon sur le moyeu de la roue. Mais pour atteindre les boulons de la fixation supérieure, juste en haut, il passe à travers la voiture. Ce que je pensais être derrière cette fixation. Mais ce n'est pas le cas. Il s'avère qu'en fait, il se trouve derrière cette tablette, d'une manière ou d'une autre. Donc je pense qu'il faut que j'enlève cette tablette pour pouvoir atteindre les boulons du support supérieur et... à partir de là, eh bien... souhaitez-moi bonne chance. L'accès à cette tablette n'a vraiment pas été facile. J'ai enlevé la moitié inférieure de la banquette arrière et une grande partie de la tablette était fixée par des clips. J'ai donc commencé à enlever tous les clips. Ensuite, les garnitures ont dû être retirées de chaque coin, puis pour retirer la tablette, j'ai dû retirer les 2 ceintures de sécurité, de chaque côté. Et une fois les ceintures de sécurité dégagées, les voilà, les 3 boulons qui maintiennent le support supérieur du bras de suspension arrière. BMW, ce n'est pas l'endroit le plus accessible si vous voulez mon avis. Mais une fois que j'ai défait ces boulons, je peux retourner sous la voiture et défaire le gros boulon qui maintient la jambe de force au moyeu de la roue. Il ne reste plus qu'à retirer le connecteur électrique au sommet de la suspension, et voilà la jambe de force et le ressort retiré de la voiture. Pour enlever le ressort, je vais utiliser mes compresseurs de ressort, parce que je n'ai pas envie de perdre toutes mes dents. Ensuite, il suffit d'un écrou de 18 millièmes de pouce pour desserrer le support supérieur. Les ressorts KW utilisent le même amortisseur, mais le siège du ressort doit être enlevé, et j'ai trouvé que la meilleure façon de le faire est de le chauffer et de le frapper avec un marteau. Je suis sûr qu'il faut le faire avec une presse, mais je n'en ai pas. Alors, le marteau était la meilleure solution. Ensuite, je peux installer le nouveau siège de ressort inférieur KW qui est bien sûr réglable, ce qui me permet d'ajuster la hauteur de conduite vers le haut ou vers le bas selon que je change les roues pour une taille plus grande ou non. Mais en gardant la même jambe de force, cela me permet de conserver la suspension adaptative qui se raidit lorsqu'elle est en mode sport et s'adoucit lorsqu'elle est en mode confort. C'est un peu, en conclusion, une situation gagnant-gagnant. Maintenant qu'il est assemblé, je peux le remonter sur la voiture, un boulon au moyeu de roue et 3 boulons à serrer au sommet de la tour de la jambe de force, et le tour est joué. Aussi simple que ça. D'accord. Elle commence à avoir l'air un peu plus complète maintenant. La hauteur de caisse à l'arrière, avec les roues de série, est maintenant presque parfaite. Et quand nous passons à l'avant, eh bien, je pense que tout est bon. Il nous reste encore les panneaux de carrosserie à poser à l'avant. Il se peut donc qu'elle soit un peu plus basse à l'avant, avec les jantes de série. Et en ce qui concerne l'arrière, je n'ai pas encore assemblé
cette plage arrière. Car nous devons envoyer ces ceintures de sécurité pour qu'elles soient réinitialisées, parce que les tendeurs ont manifestement explosé. Bien que les ceintures de sécurité bougent encore, mais on verra bien. Mieux vaut prévenir que guérir. Et envoyer ces ceintures, ainsi que celles de l'avant, qui sont elles aussi complètement verrouillées. Quant aux airbags frontaux, eh bien, ça c'est une autre histoire. Rappelez-vous quand j'ai dit que ça allait coûter très cher. Jusqu'à présent, pour en arriver au point où nous en sommes, avec les tuyaux, l'arceau de sécurité et le radiateur, cela m'a coûté 1100 livres sterling au total. Mais j'ai réussi à trouver un pare-choc d'occasion sur eBay qui est exactement de la même couleur que la voiture. Le problème étant qu'il nous manque beaucoup de pièces. Et je pense que ces pièces ont quelque chose à voir avec ces deux faisceaux de câbles. Dans ce pare-choc, il y a des trous pour un capteur de stationnement ici, un capteur de stationnement là, 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 là et là aussi. Le problème, c'est qu'il y a des découpes ici qui ressemblent à des petits modules ECU carrés. Du moins, je pense que c'est à ça qu'ils ressemblent. Et quand je regarde le diagramme des pièces de cette voiture, je peux voir que ces petits modèles ECU sont à chaque coin. Et qu'ils ont quelque chose à voir avec les capteurs pour l'avertissement de changement de voie ou quelque chose comme ça. Et chacun d'eux coûte 530 livres sterling. Et il me semble qu'il nous en manque 1 et 2. Et en plus, cela pourrait potentiellement empirer. Cela dépend si cet M5 est équipé d'un capteur radar, qui se trouve généralement ici ou parfois dans le bas du pare-choc. Je n'en suis pas absolument sûr. Ça détecte en fait s'il y a une voiture devant afin de pouvoir maintenir la même vitesse qu'elle. Et si je devais en commander un, vous pouvez voir ici qu'il coûte 1619 livres sterling. Et c'est juste pour le capteur, sans compter tous les supports et tout ce qu'il faut pour le maintenir en place. Sans parler bien évidemment du câblage, qui s'y rattache également. Il se pourrait donc que toutes ces petites pièces fassent grimper le prix de la construction considérablement, à moins que nous puissions trouver des pièces d'occasion qui pourraient fonctionner. Mais alors il faudrait les coder sur la voiture, et je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne. Si vous le savez, faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Elle est pas mal, non? Eh bien, oui, ça ressemble davantage à une voiture. C'est vrai. Mais je n'aime pas. Oui, je n'aime pas les BMW. C'est bien. Je suis désolée. Si vous aimez BMW, voici les tout nouveaux t-shirts M Sport. Regardez-moi ça. Ils sont prêts pour les beaux jours qui arrivent. Vous pouvez vous procurer l'un d'entre eux en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous et vous aiderez à soutenir la construction de la BMW M5. Merci beaucoup à tous ceux qui regardent cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, donnez-moi un like et abonnez-vous surtout. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Ah, regardez! J'ai même pas de voyant de gestion du moteur. Regardez! Il n'y a même pas de voyant de gestion du moteur sur le tableau de bord. Donc on s'en sort bien? Oh, c'est pas vrai! J'arrive pas à croire que ça l'ait fait tout du long. Juste cette petite boîte? Like a drug that I just can't deny, giving me the best high.